Bonjour Didier Maistre. Bonjour Patrick Simonin. Vous êtes un passager clandestin. On se demande ce que vous faites là sur ce plateau. J'allais presque dire, vous êtes quoi? Vous êtes président de Sud Radio et vous êtes gilet jaune? Vraiment? Non, disons que président de Sud Radio, ça s'est avéré. C'est une fonction qui ne me définit pas complètement, heureusement. Mais j'ai, à la faveur de ces mouvements populaires, pu accompagner, filmer les Gilets jaunes, parce que c'était un mouvement qui m'a intéressé. Je suis resté journaliste, qui est ma formation initiale. Et quand il y a un TGV qui passe, un train de l'histoire, je préfère monter dedans pour voir comment ça se passe. Ouais. Alors le livre qu'on voit derrière, Au diable Vauvert, c'est l'éditeur, s'appelle Passager clandestin. On va dire pourquoi vous êtes un passager clandestin. On va voir des images hier, c'était sur les Invalides à Paris, une manifestation des soignants. Et ça a rapidement, on le voit, dégénéré avec les forces de l'ordre, des affrontements, gaz lacrymogène. On a parlé de Black Blocs, d'ultra jaunes. On a parlé de troubles. Là, vous vous sentez quoi, vous, Didier Maistre? Vous vous sentez du côté de ces manifestants? Vous comprenez ce qui se passe? Alors, quand on a été de l'intérieur, on comprend ce qui se passe. Mais c'est vrai que les médias ont tendance à tout simplifier et à montrer finalement que les images d'affrontement. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des manifestations populaires qu'on appelle aujourd'hui, tous ces gens qu'on a traités de tous les noms, mais qui aujourd'hui sont les premiers de tranchée, les premiers de corvée, qu'on a applaudis dans une espèce de catharsis totalement théâtralisée, un peu hypocrite, il faut le dire. Mais dans ces mouvements populaires, ils sont pourris de l'intérieur, j'ose le dire, par des gens, moi je ne les qualifie pas de Black Bloc, on ne sait pas trop qui sont ces jeunes gens, très entraînés, habillés de noir, et qui cassent tout. Oui, mais vous dites quoi? Vous dites qu'il y a une certaine complicité du pouvoir, pour citer ce qu'il y a dans votre livre, vis-à-vis de ces mouvements pour pourrir finalement la contestation? Mais écoutez, si la police française, dans le quartier qui jouxte l'Élysée, n'est pas capable, avec les milliers de caméras sur Paris, d'arrêter 200 personnes, il y a quand même un petit problème. Donc oui, on les connaît, oui, ils sont fichés, mais les ordres ne sont pas donnés. Quand Jérôme Rodriguez a été éborgné, j'étais à côté de lui. Donc un gilet jaune qui est votre ami. Un gilet jaune. Et donc je suis allé voir, en plus, les CRS, puisque ce jour-là, nous étions 15 000, c'était complètement pacifique, et nous rendions ensemble dans des lives hommage aux forces de l'ordre. Bon, ça s'était très bien passé jusqu'à ce regrettable incident, cette vraiment mutilation absolument horrible. Il a perdu un œil. Il a perdu un œil, comme 24 autres personnes. Bon, je suis allé voir les CRS, furieux. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté? C'était 40 personnes de l'autre côté de la Bastille. Et ils m'ont dit, on n'a pas les ordres. On n'a pas les ordres. Donc on laisse faire. Vous avez publié un texte pour les Gilets jaunes. Je cite le début seulement. Les Gilets jaunes, c'est la France laborieuse, la France de ceux qui fument des clopes et qui roulent en diesel, des ouvriers, des petites personnes, la France des troquets, du tiercé, des plats du dimanche. C'est cette France pas bien finalement qui est méprisée quand on est à Paris. Oui, c'est la France profonde, le pays réel, à des années-lumière, là encore, des débats parisianistes sur des sujets qui n'intéressent pas les gens. Donc cette France-là, elle existe, elle s'est rendue visible, elle a endossé un gilet jaune pour se rendre visible. Et souvent, on dit que ce sont des gens qui vivent d'aide sociale, qui ne font rien, qui vivent de rapines et de vols, qui sont contre la démocratie. Pas du tout. Ce sont simplement des gens qui travaillent dur, très dur, et qui, année après année, se paupérisent, voient leur pouvoir d'achat diminuer, se rétrécir comme peau de chagrin, et qui, évidemment, ont demandé aussi plus de démocratie directe, parce que les débats qui ont lieu ne les concernent pas. Et donc, ils ont envie de vivre dignement du fruit de leur travail, d'être considérés. Alors, Didier Maistre, je disais, passager clandestin, dans ce livre, vous racontez, au cœur de la corruption politique et médiatique, c'est le sous-titre de ce livre, vous racontez votre parcours, parce qu'il faut lire ce livre. Famille pauvre, sicilienne, vous arrivez en France, vous vivez difficilement, et un jour, vous vous retrouvez dans le milieu politique, et puis plus tard médiatique, mais d'abord politique. Et là, dans ce livre, on peut dire, vous n'y allez pas de main morte, vous dénoncez la corruption. Et oui, parce que pour moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, c'était le temple de la démocratie. Je regardais chez mes grands-parents. Vous devenez conseiller de Patrick Ollier, voilà, politique. C'était mon premier poste, assistant parlementaire, puis après d'autres. Et je me suis dit, waouh, j'arrive dans le temple de la démocratie. Je regardais les questions de l'actualité à la télé, sur FR3 à l'époque, on disait. Et au bout d'une semaine, j'ai déchanté parce que je me suis rendu compte que le pire endroit pour faire de la politique, c'était l'Assemblée nationale. Alors après, je me suis trouvé
par la grâce du hasard, je ne sais pas s'il y a du hasard, ou à faire une campagne présidentielle, travailler d'abord avec Philippe Séguin, parce que j'étais très engagé contre l'Europe de Maastricht. Alors, non, mais vous dites, je considère les politiciens professionnels comme autant de rouages essentiels d'une mécanique inutile dont l'objet social est le mensonge. Et oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, dès lors que la politique est devenue un métier, le métier de ceux qui n'en ont pas en général, et que vous faites des carrières politiques qui durent, la moyenne en France, c'est 45 ans pour un élu national. 45 ans de carrière politique. Vous n'avez jamais travaillé. Vous avez fait toujours, en général, la même école, avec une espèce de dynastie, de caste qui se reproduit. Oui. C'est la reproduction sociale. Oui, mais Didier, vous allez encore plus loin. Vous parlez de corruption. Mais oui, je parle de corruption parce que vous dites carrément, il y en a qui touchent, je veux dire, des avantages. Mais évidemment, évidemment. Quand toutes les lois sur le financement de la vie politique ont été votées à la fin des années 90, moi, je suis arrivé à ce moment-là en 93 et j'ai vu que ça continuait. Je parle des laboratoires Servier, je parle des big pharma, de l'industrie, j'en ai pas parlé dans le bouquin, mais ça existe aussi, du tabac. C'est-à-dire qu'ils sont achetés, les élus, ils sont achetés. Qui financent des permanences parlementaires, qui financent des attachés parlementaires, qui financent des secrétariats, qui rédigent un certain nombre d'amendements complètement clés en main. Et après, on vous dit c'est l'intérêt général. Au moins, à Bruxelles, c'est plus clair. Les lobbyistes ont porte ouverte, ont leur petit bureau ou leur grand bureau. Oui. Vous n'avez pas peur, Didier Maisto? Vous n'êtes pas menacé? Parce que dans ce livre, vous citez des noms. Je n'ai pas peur parce que je parle vrai, mais ce qui m'intéresse, c'est la vérité des faits. Et ceux qui liront le livre verront qu'il n'y a rien de général, il n'y a pas de généralisation, mais c'est simplement une énumération très précise de faits très précis et très documentés. Particulièrement sur l'affaire, le soutien à Kadhafi, vous avez vécu ça de l'intérieur. Comment la fameuse visite de Kadhafi à Paris, comment certains, par intérêt, ont soutenu un dictateur dont ils connaissaient les crimes. Oui, parce que cette articulation est intéressante parce que Patrick Ollier avait créé un club d'amitié, France-Libye, et rapidement, il faisait beaucoup de voyages, et il a sympathisé avec Mouammar Kadhafi, qui était quand même un terroriste international, banni de la... Vous dites qu'il organisait des trafics de femmes qui étaient réduites à l'esclavage. Qu'on venait chercher à Paris, les fameuses Amazones aussi, et des femmes qu'on venait chercher à Paris, dans le 8e arrondissement, tout près de l'Élysée. On leur promettait monts et merveilles et qui ensuite participaient à des partouzes. Songez quand même que Kadhafi aura violé au moins 6000 femmes dans sa vie, que ces Amazones, soi-disant son armée rapprochée... Et tout ça était connu. Étaient des esclaves sexuels. Lorsqu'on lui a déroulé le tapis rouge. Mais bien sûr que c'était connu. On a un certain nombre... Et pourquoi je disais par intérêt. Mais par intérêt, parce qu'il fallait faire des affaires. Il y a eu plusieurs histoires. On lui a redonné une place parce qu'on lui a dit, bon, on va t'offrir une place, il faut refaire des ponts avec la Libye, tu vas faire ton chemin de Damas, même si c'est pas en Libye, et maintenant on va normaliser nos rapports. Et il avait promis des contrats mirifiques, d'armement, d'avions. Dont certains pouvaient toucher directement. Voilà, directement. Bon. On connaît les commissions, les rétrocommissions. Je vous renvoie à l'affaire Karachi. Parce qu'au fond, vous avez l'impression de dire les médias, mais pas votre chaîne. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites, on peut faire de la télé autrement. C'est quoi? On peut faire de la télé autrement. Moi, je suis contre la criminalisation de la pensée. Je suis contre les oukases. Si on invite des personnes politiques, des personnalités politiques et qu'on n'est pas d'accord, on essaie de les coincer par des questions sur le fond et pas en les invectivant ou en les insultant. Ça, c'est le degré zéro de la pensée, c'est le degré zéro du débat. Et je suis heureux de venir chez vous. Vous avez vu, je suis invité partout dans les chaînes mainstream pour faire des débats. Je n'y vais plus parce que c'est la foire d'empoigne. C'est des vociférations. Il faut hurler. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et les Français non plus. Donc oui, une autre voie est possible, faite de respect. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on n'est pas obligé de s'envoyer des noms d'oiseaux. Merci Didier Maisto. Ce livre témoignage, donc, président de Sud Radio, au cœur de la corruption politique et médiatique, vous êtes le passager clandestin qu'on était heureux de recevoir en toute liberté de parole aujourd'hui. Merci Patrick Simonin.